Bienvenue pour ce webinaire sur la gestion du risque, les 5 points clés pour actualiser sa stratégie. Je suis en compagnie de Guillaume Daudet. Guillaume, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Guillaume Daudet, je suis Chief Technical Officer chez Risk & Co. Et donc Amélie Berwex, partenaire chez Axis Odyssey, cabinet de conseil spécialisé dans tout ce qui est travel and expense. Et donc on a préparé ce webinaire ensemble pour vous donner un petit peu plus de précision sur les enjeux, sur ce qui nous a semblé important à partager dans notre expertise. Et on s'est dit que la première étape, c'était peut-être de faire déjà un petit sondage pour savoir où vous pensez vous situer en fait sur la gestion du risque au sein de vos organisations, hein, qu'on puisse ajuster un peu le discours et puis savoir un petit peu où vous estimez que vous en êtes. Vous avez un sondage qui va s'afficher. Et puis tout au long de notre webinaire, à chaque fois que vous avez des interrogations, des questions complémentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat en haut à droite de votre écran. On se fera un plaisir du coup de répondre à vos questions, soit directement pendant le webinaire, soit après le webinaire si nécessaire. On va vous laisser quelques secondes du coup pour répondre au sondage. Tu penses sur une moyenne de combien, Guillaume? On peut lancer des paris en attendant. Oh là là, on y va en mode. Non, je pense qu'il sera intéressant, c'est de voir comment cette perception va évoluer pour chaque participant au cours du séminaire. Donc, je réserve mon avis pour la fin. Nous, d'expérience, on a souvent des maîtrises très, très hétérogènes, en fait, finalement. Et du coup, les moyennes cachent des réalités très différentes d'une organisation à l'autre. Alors, on a eu peu de répondants, forcément. N'hésitez pas, les autres, soyez pas aussi timides sur le prochain. Mais en tout cas, au moins un répondant qui pense que le niveau de maturité est plutôt faible. Voilà, donc on espère qu'on pourra vous apporter plus de précision et de compréhension des sujets. Le premier point qui nous a semblé important, alors qui est peut-être du coup pour ceux qui sont déjà à l'aise un petit rappel, mais en tout cas un rappel de l'évolution du contexte et puis de qu'est-ce que ça signifie en termes d'enjeux à adresser pour les organisations. Donc, Guillaume, toi, tu citais dans notre préparation le fait qu'il y avait 3 éléments de contexte qui te semblaient importants à partager, si tu peux nous les préciser. Oui, bien sûr. Donc, vous avez tous Internet, la télévision. Donc, on a un contexte actuel d'augmentation claire des risques, qu'ils soient sanitaires, sécuritaires ou environnementaux, et ce, dans les deux axes qui sont la vraisemblance et la gravité. Donc, à savoir la probabilité qu'un événement se produise, hein, quel que soit son type, est beaucoup plus élevée qu'il y a quelques années. Et à chaque fois, la gravité est en augmentation sévère. Un point qu'on n'a pas abordé ici, parce que c'est tellement transverse, mais en même temps, c'est complètement pris dans la norme ISO 31030, c'est le risque cyber et d'ingénierie sociale qui augmente nettement quand vous êtes en déplacement. Voilà, donc risque sanitaire, sécuritaire, environnemental en hausse, risque cyber en hausse aussi. Voilà, que dire de plus? Alors, tu avais évoqué aussi le fait qu'il y avait un écart entre ce qu'on peut appeler le risque imposé et le risque choisi. Euh, Oui. Ça, je pense que ça nous semble important en fait quand on va l'expliquer au sein de son organisation, cette gestion du risque. Est-ce que tu peux préciser un petit peu du coup? Ouais, alors ça, c'est une évolution, sociétale, qui, pareil, hein, qu'on voit depuis quelques années, et c'est la même chose avec la judiciarisation de la société. Je vais juste vous citer un petit exemple. Vous êtes en déplacement, dans un pays d'Afrique, alors, vous rentrez dans un taxi et puis, par exemple, il n'y a pas de ceinture de sécurité, ou les portes ne se ferment pas, ou encore mieux, vous voyez un petit peu la route sous vos pieds parce que la caisse est parfaitement abîmée. Donc ce même événement, dans un contexte personnel, ça va être certainement une anecdote géniale à raconter et à partager, sur les réseaux sociaux, et en contexte professionnel, ça sera vécu comme quelque chose d'insupportable, donc ce que j'appelle le risque imposé. D'accord. Donc Donc, c'est un petit paradoxe avec lequel, les responsables sûreté doivent jongler, parce que la perception pour une même personne donnée,
la perception du risque quand il est imposé ou choisi, pas du tout la même. C'est ça. Donc on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on est dans un contexte professionnel et prendre en compte la perception que le voyageur peut avoir. Donc Oui, on met en oui, plus. oui. Et ce qu'on voit par rapport à l'aspect judiciarisation, c'est on est passé de quelque chose qui était très cadré, qui était plutôt une notion d'obligation et de devoir, à quelque chose qui devient beaucoup plus large et qui dépasse le cadre du voyage finalement et qui va repositionner le collaborateur au centre des sujets. Donc la notion que Risk Co a appelée le people care. Alors, si on prend quelques exemples, parce que souvent, en fait, on le voit quand on échange avec des clients, ils vont nous dire mais comment je justifie exactement ce risque. C'est quoi les textes. Qu'est-ce qui s'applique. Et donc, ça nous a semblé important de réexpliquer un petit peu rapidement le cadre légal, en tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le premier point que tu avais évoqué, Guillaume, c'était juste le code du travail. Oui, exactement. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon le duty of care ou le devoir de protection, c'est le cadre légal qui impose à toute société de sécuriser ses voyageurs. Mais ça va même au-delà, en fait. C'est le même texte qui vous impose des casques ou des chaussures de sécurité sur un chantier. Donc, appliqué au voyage d'affaires qui est notre affaire aujourd'hui, ça se décline en quelques mesures de prévention, d'information, de formation en amont et la mise en place de moyens adaptés, le cas échéant. Donc ça peut être des, protocoles d'accueil quand on va dans certains pays qui vont de la mise à disposition simple alors peut-être pas d'un taxi, mais d'un chauffeur à peu près sécurisé jusqu'à, des escortes armées dans des véhicules blindés avec des, itinéraires monitorés en temps réel par GPS, tenant en compte l'évolution de la circulation et de la situation avec des changements d'itinéraire, fréquents. En fonction des besoins. Et ce qu'on voit au fur et Exactement. à mesure du temps, c'est qu'il y a eu une évolution entre l'obligation de résultat jusqu'à aujourd'hui plutôt une obligation de moyens. Exactement. Donc là, on va pas rentrer dans le détail de la jurisprudence, hein, c'est, des débats d'experts, sans fin. Mais ce qu'on voit, c'est que donc, pour Karachi en 2004, le juge a demandé une obligation de résultat et que cette jurisprudence a évolué vers une obligation de moyens renforcés. Ce qui veut dire on n'attend pas de vous, d'envoyer un garde du corps derrière chacun de vos voyageurs en temps réel, mais de prouver que vous avez mis en place un ensemble de moyens qui sont adaptés à la fois, on va dire, à la typologie, la personne que vous envoyez en déplacement, et la situation sur place. Voilà. Alors sachant qu'on attend aussi, de vous de monitorer la situation. Il suffit pas de dire: «Ah mais quand on l'a envoyé, il n'y avait pas de risque». Non, si la situation a évolué, les moyens doivent évoluer aussi. Donc c'est la raison pour laquelle, on parle de suivi, des voyageurs dans notre jargon. Alors du coup, souvent, les entreprises nous disaient: «OK, il y a ce cadre-là, OK, le niveau de risque. Maintenant, comment je fais en fait pour être un petit peu dans les clous? Par quoi je dois démarrer? C'est quoi un peu le cadre pour m'accompagner là-dessus?» Et c'est vrai que du coup, ça restait relativement flou sur c'est quoi les moyens adaptés au niveau de risque dans mon contexte. Et donc, il y a dernièrement une nouvelle norme qui est sortie, donc la norme 31030, qui est spécifiquement liée au risque lié au voyage. Et du coup, cette norme, qu'est-ce qu'elle change en fait pour les organisations? En quoi c'est un levier qui leur permet de faire mieux? Alors effectivement, cette norme a été publiée en novembre 2021. Elle est dans la famille, ISO 31000, donc le management du risque au sens large. Donc c'est une déclinaison, de cette, famille, voilà, on va dire au plus large. Donc j'ai repris une phrase, là je l'ai notée parce que je la trouve absolument, parfaite. Donc je vais vous la lire, hein. C'est donc ISO 31030, fournit aux organismes un moyen de démontrer que les décisions de voyage sont fondées sur la capacité de l'organisme à traiter le risque. Il y a tout dans cette phrase. Donc vous avez le lien avec le duty of care, parce que même si vous, assurez le suivi des voyageurs, c'est pas par peur, de la loi, mais en cas de problème, vous voulez pouvoir démontrer que vous avez mis en place cette fameuse obligation de moyens renforcés dont on parlait dans la slide d'avant et la norme va vous permettre d'évaluer, heu,
d'évaluer le risque et de mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour suivre vos voyageurs. Alors comment? C'est un référentiel qui est absolument, complet, qui est enfin, c'est vraiment un super boulot. Moi, je trouve ça, je la trouve géniale cette norme. Je dirais pas que je la lis tous les soirs, c'est mon livre de chevet, mais ça l'a été pendant quelques semaines, heu et l'avantage alors c'est c'est de la tautologie. Un référentiel est toujours partagé, mais le fait que les fournisseurs et les clients puissent l'utiliser, c'est vraiment, ça donne un langage commun, enfin, c'est une norme, quoi, donc c'est vraiment, très, très bien. L'approche est très structurée. Il y a aussi beaucoup de recommandations opérationnelles, concrètes, donc ça, je trouve ça très important aussi et enfin, on peut le souligner, c'est une norme qui n'est pas certifiante. Est-ce que ça va rester comme ça dans le temps? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est une norme volontaire, donc vous, vous l'apprenez, vous faites des audits, vous vous faites accompagner pour ça, mais c'est une démarche qui va être volontaire, de la part des entreprises. C'est ça, pas d'obligation et pas de tampon à la fin qui Non, va être vous êtes non, non, non certifié, 31 030 quoi. et une dernière chose que je voulais, préciser, c'est que la culture d'entreprise n'est pas soluble dans la norme. Hem, c'est l'élément essentiel de mise en place d'ISO 3130 chez vous. C'est: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends? Où est-ce que je vais? Pourquoi j'y vais? Quelle est ma culture vis-à-vis du risque?» et c'est à partir de là qu'on va pouvoir décliner des mesures qui vont être adaptées, à vos besoins. J'avais le cas d'un client qui me disait: Votre métier, c'est de me dire où est-ce que je dois voyager». Non, 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 je sais pas, je sais pas où est-ce que vous pouvez voyager, mais par contre, en tant que prestataire, je peux vous dire quels sont les moyens en œuvre pour voyager de façon sécurisée dans tel ou tel pays. Et donc Maintenant, selon la culture de l'entreprise, là, c'était dans la recherche, donc est-ce que, vous voulez aller faire des recherches archéologiques en Irak? Est-ce que vous êtes prêt à mettre, 10 000 $ par jour et par personne pour, sécuriser les recherches? Ça, c'est la culture, c'est pas, voilà, vous donnez un des éléments pour faire un arbitrage. ouais, L'autre exactement, ouais. élément est vraiment, propre à l'organisation. Ça, c'est un point qui est important. Vous serez jamais, dans un cas où vous allez télécharger la norme, suivre des recommandations, sans jamais avoir d'arbitrage pour les mettre en face, de votre organisation. Exactement, tout risque est à mettre en face d'une opportunité, C'est ça. Et donc, on s'est dit en préparant ce webinaire qu'on avait du coup de nos expériences communes, des choses à partager en fait sur au-delà même du contenu de la norme, sur comment procéder en fait pour pouvoir commencer à analyser son organisation et voir où elle se situe par rapport à la norme. Donc, l'idée n'était pas de décliner tous les différents chapitres, mais plutôt de vous dire habituellement par quoi on démarre en fait pour être sûr que ce qu'on va mettre en place est approprié pour l'entreprise et puis surtout va pouvoir être un succès et va pouvoir être couvrant en fait en termes de besoins. Et donc, on a identifié ensemble 5 points qui nous ont semblé importants. Ça va du sponsoring à l'équipe, à savoir comment prioriser les sujets et puis surtout comment faire vivre en fait cet élément-là. Parce que comme tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, on parle de suivi. Donc, on n'est jamais sur quelque chose en fait qui va être figé. On va toujours être sur j'analyse, je propose des améliorations et puis surtout, je vérifie que je suis toujours dans la proposition d'amélioration mmh. et que je sais que je suis capable de gérer l'évolution des risques. Et puis un petit focus aussi sur les assurances, parce que c'est un sujet qui peut sembler un petit peu annexe, et en fait qui l'est pas du tout. Alors dans les premiers points, le premier point qui nous a semblé important, et qui vaut pour n'importe quel type de projet hein, finalement, mais encore plus en fait sur cette partie-là, parce que c'est pas forcément inné finalement, c'est pas forcément évident, même pour le top management, qu'il y a des sujets à traiter. Donc la première étape, c'est de vous assurer qu'avant même de commencer à auditer ou à faire quoi que ce soit, vous avez bien quelqu'un en fait qui est sensibilisé et qui va porter le sujet au sein de l'entreprise, parce qu'on est sur quelque chose de très transverse. On va le voir un petit peu après. Et sans engagement en fait de quelqu'un au niveau de la direction générale, vous allez avoir du mal en fait à faire avancer les sujets ou à mettre en œuvre en fait derrière des solutions. Donc grosse frustration si voilà on travaille sur le sujet et puis que finalement derrière il n'y a pas de suite. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. Il y a déjà de prendre conscience de la notion de responsabilité de l'entreprise et puis du niveau de risque qu'il peut y avoir. On voit souvent, je ne sais pas si ça a été ton cas aussi, Guillaume, mais on voit souvent, par exemple, des entreprises où on va nous dire, nous, on ne voyage pas vraiment dans des zones très risquées. Donc, en fait, on est
Oui, on a conscience qu'il y a un enjeu pour nous, mais peut-être pas autant que d'autres entreprises. C'est ma préférée celle-là, là. Je ne voyage pas dans des zones à risque, donc j'aimerais bien savoir où c'est parce que moi je connais pas, hein. Heu, là j'ai 2-3 exemples sous les yeux là, donc par exemple en sécuritaire, on a eu une voiture bélier à Toulouse le 4 septembre. Le 11 septembre, 2 morts à Marseille sur l'autoroute. D'un point de vue environnemental, 7 septembre, on avait, alerte inondation dans l'Hérault, le Vaucluse et le Gard. En sachant que je vais tous les jours à Toulouse, je me dis: «Bon, c'est quand même une zone à risque». Sur l'aspect sanitaire, le 10 septembre, on a épidémie de polio à New York, urgence sanitaire proclamée. Et cette nuit, juste pour nos clients, puisqu'on a des systèmes qui nous alertent quand des voyageurs sont à proximité d'événements, j'ai donc 2 shootings aux États-Unis, un au Canada, ça fait 3 blessés, un mort. Et ça, c'est juste pour les événements pour lesquels j'avais au moins un client dans un rayon de 100 kilomètres autour de cet événement. Donc, Oui, donc en voilà, fait, on peut plus vraiment je sais pas où considérer c'est, hein. voilà, il y a des risques où on a l'impression qu'on les maîtrise mieux, mais finalement, on peut considérer que le risque, il existe partout, quelque part et puis surtout, la responsabilité de l'entreprise est la même quoi qu'il arrive. C'est qu'elle doit, mettre des mesures en place et des moyens finalement, pour pouvoir, limiter ce risque. Donc Ah oui. peu importe le Et lieu, la que ce et soit la l'Irak ou New York, il y a des actions à mener. Ah ouais, exactement, et même au coin de la rue, sachant que le risque numéro un en déplacement, c'est l'accident de voiture, hein. Oui, c'est ça. Il y a tout un Voilà, tas aussi de c'est le voilà, quel que soit le pays, quel que soit son niveau d'activité criminelle ou terroriste, le risque numéro un reste toujours, dans tous les pays du monde, l'accident de transport. Donc en fait, c'est déjà des éléments comme ça en fait qu'il faut évoquer. Alors il faut évoquer évidemment la notion de responsabilité, hein. L'entreprise, si elle met pas en place les moyens, il y a quand même une responsabilité de la direction qui peut aller assez loin, hein, en termes de montant, voire même dans certains cas de peines plus importantes. Et puis il y a un switch aussi à faire dans la tête des gens, c'est que souvent on va nous présenter ça comme un coût supplémentaire pour l'entreprise. Alors oui, il y a un risque en face, mais ça reste quand même un coût pour pouvoir mieux maîtriser un risque. Et on n'y voit pas forcément le coût qui pourrait être évité. Alors oui, il arrivera peut-être moins régulièrement qu'un coût de déplacement, mais en tout cas, le jour où il arrive, il peut être beaucoup plus important. Et faire prendre conscience en fait de la hauteur des enjeux, c'est déjà une première étape en fait pour impliquer en fait des sponsors autour du projet. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est qu'il n'y a pas toujours un honneur dans l'entreprise, ou en tout cas, quand il y a un honneur de prime abord, il n'a pas toujours un appui suffisamment haut pour apporter des gros changements. On le verra un peu après sur les personnes qui sont impliquées dans ce process. Mais on se rend compte que pour avoir quelque chose, un audit et un déroulé derrière le plus fluide possible, on remonte assez souvent au niveau du top management. Je ne sais pas si c'est un avis que tu partages aussi. Oui, complètement, d'autant plus que si on reprend le duty of care, donc le devoir de protection, la responsabilité pénale du dirigeant est engagée. Oui, Donc c'est bien lui, in fine, qui est le propriétaire du problème, même s'il le délègue à des directions. Et pour préciser, on l'a pas dit tout à l'heure, mais hem, il n'a pas besoin qu'il y ait un accident ou qu'il y ait un dommage pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, hein. La simple proximité d'un risque de mort peut engendrer, je crois que c'est jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. ok. Alors ça, c'est bien pour illustrer. Et puis, ce qu'aime bien aussi, je vois beaucoup d'entreprises, c'est avoir un peu de benchmark. Poser des questions aussi sur des entreprises de taille similaire ou d'activités similaires, ça aide parfois à faire prendre conscience que par rapport au reste du marché, on a peut-être un petit cran de retard en fait sur ces sujets-là, qu'il est nécessaire de combler. Et si tous les autres ont mis en place beaucoup de choses à côté, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Donc des fois, le comparatif avec ses pairs aide à finalement prendre un peu de hauteur sur le sujet. Il y a aussi un point sur lequel il faut rassurer, c'est que parfois ils ont cette sensation quand on veut lancer des sujets sur la sûreté que on va faire quelque chose de démesuré et que ça va être très coûteux, très chronophage, etc. Je pense que le fait de réexpliquer qu'il faut mettre en parallèle avec le contexte de l'entreprise pour trouver le bon équilibre, c'est important à préciser aussi à cette étape-là. Oui. Alors le deuxième point qui nous a semblé important à partager, c'est qui on met autour de la table. Parce que on a aussi beaucoup d'entreprises où le sujet est traité, alors soit spécifiquement par la partie sûreté, avec quelques interactions avec le travel management, soit parfois il est carrément piloté par le travel management
avec des interactions avec une direction de sûreté qui ne gère pas particulièrement le risque voyageur, soit des fois il est côté RH. Enfin, en tout cas, on a un petit peu toutes les configurations. Alors l'idéal étant évidemment d'avoir une direction sûreté qui s'est approprié les sujets et qui traite aussi ce sujet-là, parce que l'expertise est quand même plus là à la base. Mais en tout cas, il y a forcément un truc qui est transverse et sur lequel il faut impliquer tout le monde. Et quand on regarde les interlocuteurs, ils sont assez nombreux. Le premier, c'est toutes les personnes en charge du travel management dans l'entreprise. Ça peut être des personnes qui sont côté achat, ça peut être des gens qui sont côté services généraux, des fois ils dépendent des RH. En tout cas, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, est le point d'entrée d'un point de vue process, voyageur, contact avec l'agence de voyage, par exemple, qui maîtrise les outils qui sont en place, les flux de données. Voilà, c'est ces personnes-là, en fait, qu'il faut mettre autour de la table. Et parfois, ils sont plusieurs. Des fois, il n'y a qu'un seul point d'entrée, c'est l'idéal. Et des fois, c'est démultiplié en fonction du nombre de pays, d'entités juridiques, etc. qu'on peut avoir. Mais en tout cas, même si ces personnes-là ne sont pas toujours en charge de la partie sûreté ou responsables, en tout cas, ils maîtrisent tout le bout de la chaîne, en fait. Donc, indispensable. Et parfois, c'est eux qui sont plutôt à alerter dans l'entreprise sur le fait qu'il faut mettre des choses en place. Ouais, Je ne sais pas exactement. si c'est Ouais, le oui, cas je suis pour tout à fait d'accord. C'est un cas qui est très fréquent. Alors, on a des organisations qui ont même, j'ai même le cas d'un client qui a une direction sûreté à l'international, 2 même, donc ils sont spécialisés dans la gestion des voyages d'affaires. Mais sinon, on peut avoir aussi des personnes en charge de la sécurité. C'est pas exactement, la sûreté, hein. Je sais pas si vous voulez, je pense que c'est le bien. le 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 petit rappel. Donc la sûreté, c'est tout ce qui va concerner, la malveillance, les menaces. Donc on va avoir une petite notion d'intentionnalité. Ça va être, les criminalités, terrorisme, l'ingénierie sociale. Alors que la sécurité, ça va relever plutôt des accidents, des dangers, donc bah, un accident de transport, une maladie, et cetera. Je pense que c'était bien de préciser ce point-là et on peut avoir les deux du coup. Oui, exactement. Et là, si je prends, l'IT, qui est un sujet qui me passionne particulièrement, elle peut être impliquée à plusieurs titres, donc pour des projets d'intégration, puisque il y a beaucoup de technologies, que ce soit derrière le travel ou derrière la sûreté, mais aussi sur l'aspect, RSSI, donc protection, du patrimoine, donné, patrimoine informationnel de l'entreprise, puisque quand on est en déplacement, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est que ça soit du vol physique, d'ordinateur ou, via les connexions, qui vont être plus fragiles, les fameux Wi-Fi, «gratuits» entre guillemets, Tout à fait. qu'on peut trouver et qui sont de véritables passoires. Il y a souvent des politiques d'ailleurs là-dessus, qui sont pas toujours transmises aux voyageurs, où les voyageurs ne comprennent pas forcément qu'en voyage, il est dans un contexte où ça s'applique et où ça peut même être, plus important en termes de risques. Oui, et Donc des et on fois y vient encore. Pardon. Il y a toute la transversalité. Si on prend le petit sujet, par exemple, chez nous, les Wi-Fi gratuits sont interdits en déplacement. Bon, beh, très bien, hein, c'est une règle de base, de sécurité du SI. Mais est-ce que mon abonnement téléphonique, alors c'est le cas bien sûr, mais dans les entreprises, est-ce que derrière, ben, les achats ont mis en place des forfaits téléphoniques adaptés qui permettent à un collaborateur en déplacement hors Europe, d'avoir suffisamment de data pour travailler? Oui. Oui, oui, il y a beaucoup de ramifications derrière. Exactement, sur ce moindre petit sujet simplissime, on voit que ça peut aller assez loin, avec les achats, l'IT, le procurement. Et ce qu'on voit souvent quand on commence un audit, c'est qu'il y a des choses qui existent par briques, mais elles sont pas toutes, regroupées, en fait, ensemble, avec une vision utilisateur final qui est le voyageur. Et comme c'est souvent le travel management qui est en charge de la communication voyageur, eh bien, s'ils ont pas toutes les informations, elles ne retransitent pas, en fait, jusqu'au bout de la chaîne. D'où l'importance d'avoir une vision vraiment complète, en fait, des sujets. Oui, Après, il y a aussi tout ce qui est RH parce que il y a toute une partie, à partir du moment où on parle du parcours collaborateur, il y a forcément des implications au niveau RH. Ou si on apporte des changements, voilà, il y a des sujets à voir. On parle de la protection des données dans certains pays. Il peut y avoir des discussions avec les partenaires sociaux ou des choses comme ça, en fait, que dès qu'on touche à ces sujets-là. On a aussi tout ce qui est juridique, entre autres, parce que c'est souvent eux qui sont sur la gestion des assurances, mais pas toujours. Des fois, c'est un autre service qui s'occupe de ça. Mais en tout cas, sur la partie juridique, il peut y avoir des sujets. La médecine du travail, forcément, avec l'actualité des dernières années, était un peu annexe, mais elle devient très impliquée dans le processus. Et elle a du mal pour l'instant, en fait, dans les parcours, parfois à trouver sa place, en fait, à intervenir au bon moment avec les bonnes infos. Donc, il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là.
l'IT, on en a déjà parlé. Et puis un service qui est intéressant à impliquer aussi au démarrage, c'est le service com, parce que finalement, on se rend compte que justement, comme j'expliquais juste avant, le plus gros écart entre ce qu'on perçoit de ce qu'on a mis en place et la réalité, elle est souvent sur est-ce que le voyageur a toutes les infos. Et c'est là où on se rend compte où généralement il y a une rupture. Et donc avoir au démarrage l'avis du service com pour avoir une communication après par la suite qui soit la plus optimisée possible, qui arrive au bon moment avec le bon contenu et la bonne approche pour marketer un peu pour le voyageur ces sujets-là, est importante pour avoir un impact. Et puis, il faut impliquer aussi les partenaires. Alors, des fois, on peut déjà avoir un partenaire sur la partie sûreté, mais on a aussi parfois l'agence de voyage qui joue un rôle aussi là-dedans. Si, par exemple, on a mis en place un workflow d'approbation spécifique, Oui, l'agence peut être impliquée. Si elle n'a pas les infos ou que les infos arrivent trop tard, bah là, c'est pareil, on a un couac dans le process. Donc, c'est important d'identifier toute la chaîne et tous les interlocuteurs à mettre autour de la table. Évidemment, ils ne vont pas être impliqués au même niveau, hein. La sûreté et le travel management va être beaucoup plus structurant, mais en tout cas, il faut identifier qui sont les personnes qui vont devoir contribuer en fait à cette analyse ou à cette amélioration continue sur ces sujets. ouais, je suis complètement d'accord et le rôle de l'agence de voyage en sûreté est très souvent sous-estimé alors qu'il est vraiment central. À travers ses workflows, à travers des travel bans, on voit qu'il y a beaucoup de politiques sûreté qui s'appuient uniquement sur l'agence de voyage et ça permet de mettre en place une première brique qui est vraiment essentielle. C'est ça. Voilà et bien sûr la com, quand on a comme nous la chance d'avoir Julie, qui est top et que je salue au passage. Alors, on se demandait, ça dépend tellement de l'organisation de l'entreprise, hein. On a eu des cas très, très spécifiques. Dernièrement, j'ai eu un échange avec une entreprise où c'est le contrôle de gestion qui suivait tout ce qui était assurance. Donc voilà, ça clairement, par exemple, on ne l'identifie pas par défaut. Est-ce que, pour les personnes qui sont connectées sur le chat, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez des interlocuteurs qu'on n'aurait pas cités, qui seraient intéressants à partager, alors soit parce que c'est propre à votre organisation, soit parce que peut-être qu'on aurait oublié un cas de figure. N'hésitez pas à compléter sur le chat. On pourra au fur et à mesure commenter quand vous faites vos réponses. Voilà, moi pour illustrer, on a rencontré le cas chez des clients, grands comptes d'une direction des risques. Voilà, qui du coup chapeaute le risque, bah, voilà, à travers qui a les assurances, qui a le cyber, qui a les déplacements à l'internationaux, voilà, tout regroupé dans une direction des risques. Oui, ce qui n'est pas forcément le cas le plus fréquent, mais qui se voit plus Non. dans les sociétés anglo-saxonnes. Alors, le point sur lequel on voulait aussi rezoomer, c'était le fait de remettre le voyageur au centre des enjeux. En fait, on se rend compte que dans ces domaines-là, que ce soit la sûreté ou juste le travel, on est sur des sujets très transverses. Et quand on mobilise en fait une équipe pour pouvoir améliorer les choses et identifier où est-ce qu'on en est, finalement, on reproduit le côté un peu siloté de l'entreprise où on va avoir un référent de chaque scope en fait du process ou des répartitions des domaines. Et puis, on va oublier qu'à un moment donné, au bout de la chaîne, le principal impacté, ben, c'est le voyageur. Et que pour le voyageur, il y a pas 15 000 organisations de l'autre côté. Lui, ce qu'il voit, c'est un process voyage sur lequel il est impacté. Et donc, remettre le voyageur au centre des enjeux, c'est aussi une façon de vous assurer que dans ce que vous allez mettre en place, vous n'allez pas avoir à un moment donné un couac dans le process qui va faire que vous mettez en place beaucoup de choses, mais qu'in fine, le voyageur n'est pas toujours au courant en fait de ce qu'il est censé faire. Et ça, je pense que c'est le cas le plus fréquent qu'on peut avoir hein, quand on fait un audit. C'est qu'on va nous dire j'ai déjà mis en place des zones à risque, j'ai un process pour le suivre, potentiellement je sais traquer mes voyageurs. Et puis quand on fait un audit et qu'on interroge les voyageurs, on se rend compte que seulement 60% d'entre eux savent quoi faire en cas de problème. Voire même savent, euh, juste même dans les 60%, certains ne savent pas toujours qui est le bon contact en fait en cas de problème. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi un minimum, même si on n'est que côté sûreté, s'interroger sur la complexité et comprendre la partie voyage d'affaires et entre autres comprendre son process voyageur. Donc, avoir en tête quelles sont toutes les étapes avant le voyage, pendant le voyage et puis au retour vont être importantes pour savoir à quel moment, s'il y a des changements, une évolution dans le risque, il y a une info qui doit circuler, une donnée qui doit être mise à jour, dans quel système, mais en tout cas, comprendre tous ces rouages est primordial en fait pour être sûr que ce qu'on met en place va vraiment avoir un impact.
Oui, c'est la clé, hein. Ça impose de faire une vraie urbanisation de son système d'information parce que Oui, ouais, le travel, la note de frais, la sûreté, ça fait vraiment beaucoup d'outils qui parlent ensemble avec les référentiels d'identité, c'est un complètement. vrai, vrai sujet, ouais. Et on se rend compte, par exemple, que, alors je cite un cas d'un client, une très grande entreprise, qui nous avait dit, au niveau sûreté, voilà, on a une liste de zones, elle est transmise à l'ensemble des interlocuteurs. Donc pour nous, voilà, on est bordé en termes de risque, ça redescend forcément derrière. En creusant un peu, on se rend compte que ces informations, elles sont envoyées dans une mailing list et qu'il n'y avait pas de honneur en fait sur la mise à jour de la mailing list. Et donc, tout simplement, il y avait des interlocuteurs soit externes, soit internes, qui n'étaient plus forcément à jour, et donc l'information n'était plus forcément actualisée en fonction des niveaux de risque. Mais si on ne maîtrise pas l'ensemble de ces étapes pour regarder lesquelles peuvent être automatisées au maximum pour éviter justement ce genre d'écueil, bah finalement, dans le temps, ce qu'on a essayé de mettre en place vit difficilement. Et donc, du coup, on n'est plus dans l'évolution des moyens qu'on a mis en œuvre. Et donc, petit à petit, le risque est beaucoup moins couvert finalement. Donc, ce travail conjoint entre les personnes en charge du travel management, que ce soit interne ou externe, et la partie sûreté est primordial derrière pour que ça puisse fonctionner, y compris la partie comme voyageur. Ça veut dire aussi qu'il faut bien maîtriser, dans la partie bien se connaître, le parcours, mais aussi ses destinations. On expliquait tout à l'heure, on ne va pas traiter les solutions de la même façon en fonction du contexte et de la culture. Ça veut dire qu'il faut avoir une espèce de cartographie de ces types de voyageurs. Si on se déplace pour faire du business chez des clients qui sont dans n'importe quel endroit, on ne mettra pas les mêmes types de moyens en œuvre que si la majorité des déplacements est sur un site fournisseur, client ou un site de l'entreprise. Est-ce que tu veux une anecdote, Amélie? Je Une pense une qu'il y a une anecdote made in Risk& Co. On a pas mal d'activités au Nigeria, et l'année dernière, on a envoyé des consultants en cybersécurité, donc des vrais geeks, hein, des purs, tout ça, pas trop bronzés, qui voilà, des vraies «caricatures» entre guillemets, petits génies de l'informatique, pour aller auditer des plateformes pétrolières. Heu au Nigeria, en parallèle, on a une très grosse activité de sécurisation de business sur place et donc on envoie régulièrement des, corporate security managers qui sont des, en gros, des anciens militaires, des gens qui ont passé plus de jours en OPEX que j'ai de bandes dessinées dans ma collection, c'est dire. Heu et donc ces 2 publics dans la même entreprise, vous imaginez bien qu'on va pas du tout leur donner le même niveau d'induction et de préparation avant de les envoyer, passer quelques jours ou quelques semaines au Nigeria. C'est sûr. Et donc, c'est important de maîtriser ces destinations et ces types de voyageurs. Parce Mmh. que les voyageurs qui sont plus sensibilisés déjà, si vous leur envoyez trop d'informations, ils en prendront plus du tout connaissance. Oui, Ils estimeront que c'est pas adapté par rapport à leurs besoins. Et inversement, si les informations sont trop complexes pour des personnes qui sont moins sensibilisées, vous aurez moins d'impact parce qu'ils n'iront pas non plus. D'où l'importance de trouver le bon créneau. On avait une question sur le chat sur est-ce qu'il faut envoyer une communication périodique, mensuelle, trimestrielle. Alors, évidemment, il faut adapter à votre contexte et aux moyens qui marchent. Nous, ce qu'on aime bien demander, c'est quand on est dans des contextes similaires où on doit repasser de l'information régulièrement, qu'est-ce qui a pu marcher dans d'autres domaines dans l'entreprise qui n'ont rien à voir avec la sûreté. Et des fois, on peut se retrouver avec le mieux, c'est projeter des informations sur les écrans à la cantine ou dans les ascenseurs. Parfois, on a une newsletter dans l'entreprise, elle a un très bon taux de lecture, c'est le moment où passer des infos. Mais ce qu'on peut voir aussi de toute façon, quoi qu'il arrive dans le travel, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et pour faire mouche, le voyageur aujourd'hui, comme dans sa vie personnelle, il attend à avoir une information adaptée au contexte, pile poil au moment où il en a besoin. Et donc, en fait, les informations qui sont trop génériques, par exemple, on pourrait très bien se dire, tous les mois, on envoie une newsletter sur l'évolution du risque dans les pays dans lesquels on va le plus souvent. C'est le genre d'information qui probablement ne sera pas lue. Parce que soit la personne ne va pas y aller à ce moment-là, soit elle se dit qu'elle maîtrise déjà. Par contre, si au moment où il a réservé son voyage, pour une zone où il y a eu un changement, ou une zone sur laquelle il y a une information à prévoir, il y a les éléments clés qui lui sont transmis pile poil à ce moment-là, là, il va en prendre connaissance. Donc, il faut réussir à bien maîtriser son parcours voyageur pour savoir à quel endroit mettre des infos. Ça peut être quelque chose qui se génère dans l'outil de réservation. Ça peut être une com qui va être déclenchée par le partenaire par lequel vous passez. Ça peut être quelque chose qui est travaillé avec l'agence de voyage. Enfin, il y a plein de possibilités en fait sur ces aspects-là, mais il faut essayer d'être le plus adapté au contexte. je Euh, suis je suis 200 d'accord avec toi, Amélie, donc
Ouais, petite publicité au passage, hein, c'est les outils qu'on propose permettent de faire ça et le reproche qu'on nous fait, c'est d'envoyer trop d'informations. Donc quand on met en place, les outils, donc effectivement, on va distribuer de l'info adaptée à la bonne personne au bon moment et le vrai souci de tous les clients, c'est de ne pas en envoyer trop. En envoyer le moins possible, que ça soit ciblé parce que, ben, tous les voyageurs sont pareils. Si on reçoit trop d'infos, on finit par mettre une règle automatique. Ça part directement à la poubelle ou dans un dossier qui est pas lu et le jour où on en a besoin, c'est pas lu. Donc, le vrai sujet, c'est vraiment la bonne info au bon moment pour la bonne personne, ni plus ni moins. Exactement. Et ça nécessite de bien connaître les moyens qu'on a déjà à sa disposition Mmh. ou ceux qu'il faut qu'on rajoute. On a aussi un autre point, je pense important, c'est que au-delà de l'information vraiment liée à son contexte de déplacement, il y a quand même dans beaucoup d'entreprises besoin de faire une sensibilisation au risque. Et là, pour le coup, on n'est pas sur les mêmes thématiques. On ne va pas leur expliquer qu'ils vont aller régulièrement en Irak et que du coup, il y a tout ça à savoir ou ce process à respecter. On va plutôt les sensibiliser sur le fait que c'est pas parce qu'on va aux États-Unis qu'en fait, on n'a pas besoin d'être sensibilisé au risque en voyage et qu'on a quand même besoin de ce qu'ils sachent en fonction des cas de figure, qui sont les contacts, par exemple. Donc la sensibilisation, pour le coup, souvent on préconise de les mettre dans les parcours, par exemple, des nouveaux arrivés, pour être sûr qu'on ne fait pas des formations de la sensibilisation une fois en masse, mais que ça se fait bien au fil de l'eau et qu'il n'y a pas de temps de latence entre le moment où le voyageur peut commencer à voyager et le moment où on communique là-dessus. Mais c'est une sensibilisation, pour le coup, qui est plus générale, qui va leur faire prendre conscience qu'il y a des comportements qui peuvent être inadaptés en voyage, peut-être qu'il faut s'adapter aussi au niveau de risque qu'il y a, et puis expliquer à quel moment et comment ils vont recevoir des informations. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place, oui, assez facilement. Oui, on a beaucoup de clients qui ont des programmes e-learning Oui, et effectivement, par rapport au déplacement, il y a un pack de base à avoir qui doit être, par exemple, revalidé tous les 2 ans c'est et ça. ce pack de base, souvent, c'est la trousse à pharmacie, les déplacements internationaux, le choix de l'hôtel, le choix du transport sur place, voilà, quelque chose de très basique, très simple, mais c'est le pack minimum pour se déplacer dans des bonnes conditions, ouais. Même si Exactement, on va simplement au Luxembourg, tous les 2 mois, mais c'est c'est quand ça. même pas mal d'avoir le minimum de base. Donc e-learning, ouais, et puis surtout sur le parcours des nouveaux arrivés. Ça, c'est le truc de base. Euh, alors, un autre point du coup qui nous a semblé aussi important, c'est que on parlait qu'il y a une évolution forcément, même en live, hein, tout le temps en fait de ces sujets-là. Donc, on peut pas se dire je fais un audit, je mets en place des actions, et puis je referai cet audit 3 ans plus tard pour voir ce que je dois améliorer. Non, on est sur un process qui est sans arrêt fluctuant, changeant. D'ailleurs, que ce soit sûreté pure ou sécurité ou travel. Ça veut dire qu'en fait, il faut que l'ensemble des interlocuteurs qu'on a cités précédemment aient toujours en tête ces éléments-là. Par exemple, le travel manager ou l'acheteur décide de faire des changements sur ses outils, sur ses partenaires. Bah, il faut qu'il ait une compréhension des ramifications qu'il peut y avoir sur la partie sûreté. Donc, il y a besoin d'entretenir via des instances régulières, ou pas besoin d'être fréquentes, mais en tout cas régulières, une organisation qui soit transverse et qui peut d'accord de toute façon apporter de la valeur sur d'autres sujets même que la sûreté. Et ce qui marche bien dans les entreprises qu'on a pu auditer, c'est les cas où, par exemple, on va avoir le travel management, les RH, parfois la finance et la sûreté autour de la table, par exemple, tous les trimestres, pour discuter des sujets, non pas spécifiquement achat ou travel, mais les sujets qui sont transverses, en fait, sur l'ensemble de ces directions, pour qu'il y ait des échanges sur les validations à faire, les améliorations à apporter, et que tout le monde soit autour de la table pour comprendre les ramifications. Et c'est là, par exemple, où ils vont échanger sur le point numéro 2, qui est l'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on doit faire évoluer? Est-ce que l'enquête qu'on a menée, par exemple, tous les ans sur est-ce que le voyageur est au courant de qui contacter, etc., si les résultats sont bons, bah, tant mieux, les résultats sont partagés. Si les résultats ne sont pas suffisants, bah, quelle action on met en place? Mais en tout cas, il y a une notion de process owning qui est commun, en fait, finalement, à l'ensemble des interlocuteurs. Ça nécessite d'avoir un espèce de comité travel au sens large qui inclut des sujets sûreté qui sont à cheval entre les deux, avec des instances régulières où en fonction de l'entreprise, voilà, ça peut être tous les semestres, tous les trimestres, mais c'est ce qui fonctionne le mieux, clairement, dans la plupart des cas. L'autre point aussi, c'est d'avoir un plan d'amélioration continue. Donc ça vaut pour les sujets travel, mais du coup la sûreté aussi. Et c'est lié aux points suivants qui sont d'impliquer les collaborateurs, donc avoir des feedbacks réguliers. On ne s'arrête pas à j'ai fait l'audit et puis après je fais une communication régulière. C'est vraiment
tous les ans, dans le cadre d'une enquête qui peut être plus globale d'ailleurs, on s'assure que les collaborateurs savent qui contacter, quoi faire et ont bien été aussi sensibilisés ou formés. Et pardon Amélie, je te coupe un instant, les feedbacks, ils peuvent être aussi, systématiques. C'est des choses que certains de nos clients font après des déplacements dans les zones les plus à risque. Feedback sur le déplacement, sur, les prestataires locaux, l'hébergement et cetera pour, gagner en connaissances et pouvoir, organiser au mieux le déplacement suivant, ouais. Et puis la notion de perception, comme on expliquait tout à l'heure sur le risque ressenti, des fois on se rend compte que c'est la perception du collaborateur de ce qui est mis en place qui pose souci et non pas les moyens qui ont été mis en place. Et du coup, ça veut dire qu'il faut travailler sur une com qui est plutôt explicative ou voilà, pour donner du sens plutôt que de renforcer davantage les moyens, par exemple. Donc cette enquête, elle permet de faire un plan d'amélioration continue pour que ça continue à vivre en fonction de l'évolution, soit parce que le risque va évoluer, c'est là où, par exemple, le travel et la sûreté peuvent échanger sur le fait que, avec les RH, sur le fait, je ne sais pas, qu'il y a des créations de sites dans des nouveaux pays. Donc, du coup, potentiellement, les types de déplacements vont changer. Ou s'il y a un rachat d'entreprise, on peut avoir d'autres typologies de voyageurs, en fait, qui rejoignent l'entreprise. Donc, il y a tous ces éléments-là qui peuvent être discutés dans ces plans d'amélioration continue. Et puis, un point qui est quasiment jamais fait, en tout cas très peu, c'est tester ce qu'on a mis en place. Alors, ça vaut dans les semaines qui suivent, mais ça vaut aussi pareil, au moins une fois par semestre, une fois par an. Ça n'a pas besoin d'être sur l'ensemble du process, mais ça peut être par exemple, je prends un exemple, on teste, on a choisi Risk Co, on veut tester que la prestation va être correcte, on ne dit rien et on simule un cas de problème pour voir Oui. si les temps de réaction sont conformes, pour voir si le discours est approprié ou s'il faut faire des ajustements. Ça Oui, peut être un ça, premier. il faut le faire, hein. Nous, on est ravis de participer à ces séances de test en aveugle. On en fait aussi en interne. Un processus qui ne tourne pas se rouille, hein. Voilà, alors quand c'est un processus d'urgence, on n'a pas le droit d'être rouillé, donc C'est ça. Il y a ouais. zéro marge d'erreur possible. Non, 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 mais je ne sais pas faire autrement que tester régulièrement. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais je ne les connais pas, hein. Alors, ça vaut aussi pour l'interne. Si par exemple, vous avez à un moment donné, alors que ce soit pour le prestataire externe, l'agence, etc., à un moment donné, il y a un relais en interne. Et puis, comme vous avez identifié bah, qu'il fallait quelque chose qui tourne 24/24, parce que les risques peuvent arriver n'importe quand, que vos voyageurs peuvent être loin, vous avez soit un système de contact d'urgence, soit il y a une délégation à quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui est sur un autre fuseau horaire. En tout cas, il y a souvent une organisation qui se met en place après l'audit. Bah, c'est pareil, il faut tester. Est-ce que la personne, voilà, en pleine nuit, elle était censée être le contact d'urgence. Est-ce qu'elle est joignable? S'il y a des décisions urgentes à prendre au niveau du management, est-ce que les personnes sont joignables, etc. Donc, tous les éléments qui vont s'assurer que le process est bon doivent être testés. Après, ça peut être sur des choses moins d'urgence aussi, hein. Par exemple, il y a une partie de process, vous n'avez pas pu faire autrement. La liste de la mise à jour des zones pour certaines agences de voyage se fait manuellement. C'est un envoi d'email. Aller tester quelle est la vitesse à laquelle c'est mis à jour dans un système, ça par exemple, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être testé. Sur chaque élément que vous mettez en place, vous devez savoir comment je vais le monitorer derrière. Ça n'a pas besoin d'être toutes les semaines, hein, évidemment, mais en tout cas, il faut que ça vive dans le temps. Et c'est ce qui va aussi nourrir votre plan d'amélioration continue et vos retours au niveau des instances que vous mettez en place. Exactement, ça vous permettra de demander du budget pour mettre en place une API et l'automatiser l'année d'après. Exactement, ça donne des arguments pour pouvoir automatiser et améliorer le process au fil de l'eau. Surtout si au démarrage, on n'a pas ni eu les budgets, ni eu le besoin au début de faire quelque chose qui soit trop robuste et on a tout couvert, mais pas forcément de façon automatisée. Ça va permettre d'identifier s'il y a des endroits où c'est suffisant ou pas. Oui, et je rebondis sur la remarque de Juliette qui dit: «Ça permet de tester les astreintes, côté client aussi». Donc effectivement, quand vous allez tester, Risk& Co sur un faux cas, beh, ça permettra aussi de savoir si chez vous derrière l'astreinte elle est bien en place puisqu'il va y avoir escalade, après appel à Risk& Co. Donc c'est vraiment, bipartite, et c'est toute la chaîne qui prend de la valeur quand elle est testée, ouais. Le dernier point rapidement, alors c'est souvent quelque chose qui est un peu mis de côté, mais qui est clé parce que, un, il peut vous générer du budget disponible en étant optimisé. Et puis surtout, on se rend compte que c'est quelque chose qui est souvent très confus pour l'utilisateur, le voyageur final. Donc ça nécessite à la fois d'être clarifié en interne pour être mieux communiqué. Et nous, on se rend compte quand on audite et que c'est pas clair pour le voyageur, qu'en fait, c'est parce que c'est pas clair pour l'entreprise tout court. C'est pour ça que la communication est souvent confuse. Ouais. Entre autres parce qu'il y a encore moins d'interaction entre les personnes qui gèrent l'assurance et le travel management
par rapport à d'autres thématiques. Enfin, c'est ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises. Et donc, on a plusieurs cas de figure, enfin, en tout cas, points à voir. Souvent, elles existent, hein, les assurances, heureusement, mais elles ne couvrent pas toujours tous les cas de figure. Où il peut y avoir des Ouais. exceptions qui se perdent au fur et à mesure dans la com. Je crois que tu avais un exemple intéressant. Oui, 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 on a, on a des exemples sympas donc d'exclusion pour des zones. Donc on parle d'assurance liée au voyage d'affaires. Donc un pays où une instabilité politique notoire, alors je ne dirais pas l'assureur, mais en tout cas c'est une clause réelle, donc vous ne serez pas assuré. Voilà, instabilité politique notoire. Vous avez aussi dans les clauses guerre civile ou étrangère, troubles politiques et émeutes. Voilà. C'est Euh, assez numérique. voilà. Après, vous avez aussi des exclusions par pays. Alors là, les plus fréquents, c'est Irak, Afghan, Somalie, Yémen. Mais on peut aussi trouver Nigeria, Soudan, Mali, Tchad, qui sont des zones où on peut être amené à se déplacer plus fréquemment. Bon, ce qui est notre cas chez Risk Co, on va très souvent au Nigeria. Bon, bah, il faut que l'assurance couvre, quoi. C'est ça. Alors souvent, quand c'est des zones bien identifiées à risque, là, le sujet est traité. Je pense que c'est plus les cas un petit peu entre deux qui Ouais, zone de flou. Ce qu'on a aussi très fréquemment, c'est des doublons. On se rend compte qu'il y a bien une politique globale, mais comme la formation n'était pas redescendue correctement dans tous les pays ou toutes les entités juridiques, ou alors il y a eu des rachats à un moment donné, puis ils ont gardé leur politique d'assurance. Donc il y a souvent des doublons. Et des doublons aussi entre les politiques de politique d'assurance de l'entreprise et puis par exemple des assurances que vous avez avec les moyens de paiement. Donc là, il faut vraiment regarder en détail dans les contrats pour aller regarder qu'est-ce qui doit être optimisé ou clarifié. Et puis forcément, bien connaître son cycle de vie du déplacement est important pour faire le parallèle avec l'assurance. J'avais en tête, par exemple, un client qui me disait il faut absolument un ordre de mission parce que c'est nécessaire pour l'assurance. Et puis en creusant un peu, on se rend compte en discutant avec l'assurance que c'est le client qui avait proposé cette procédure-là. En fait, l'assurance, elle, n'en avait pas forcément besoin. Mais ça avait été écrit comme ça dans le contrat. Donc, c'est important de bien faire le parallèle entre ces types de déplacements, les étapes et comment ça doit se dérouler en fait derrière avec les prestataires qu'on a choisis. Voilà pour les sujets assurance. Si vous avez des questions, même après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. On espère qu'on a pu apporter des réponses aux questions que vous aviez en vous posant. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. merci beaucoup. Merci Amélie.